Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture en réalité. J'avais prévu de faire ma vidéo de mes attentes pour 2021 et de ma pile à lire pour 2021, mais j'attends encore un ouvrage que j'ai commandé chez mon libraire, donc voilà, ce sera un update lecture et la prochaine fois je vous présenterai mes envies 2021. Et également mes découvertes en 2020, c'est d'un point de vue plus culturel et pas seulement livresque. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire ces vidéos. Et pour l'instant, je vous présente mes dernières lectures. Déjà, je voulais vous remercier pour vos récents abonnements et également pour les messages que j'ai reçus sous mes vidéos. Ça m'a fait super plaisir. C'est hyper encourageant, donc merci infiniment. Et je vous rappelle d'ailleurs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment, et également de laisser, pourquoi pas, un message sous ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc, on va commencer tout de suite, il y a un peu de tout, quand même pas mal de lectures, on va dire doudou, parce que j'ai eu des examens récemment, et du coup j'avais envie de me détendre, donc voilà. Je vais commencer par ma dernière lecture, il s'agit du Miroir des courtisanes de Haruyoshi Sawako, aux éditions Piquier. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Tomoko, qui est une jeune fille dont la mère est extrêmement belle, et sa mère va se remarier dans le Japon des années 20-30. Sa mère se remarie et Tomoko va être vendue dans une maison de geisha. Elle est presque vendue en tant que future prostituée, mais elle est vendue finalement comme future geisha. Et elle va vivre toute sa vie dans cet univers des geishas, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, C'était une lecture, c'est un roman fleuve déjà, avant tout, c'est un roman fleuve, donc on va vraiment la suivre de sa toute petite enfance à la fin de sa vie. Et surtout, on va la suivre elle et sa mère, qui est un personnage extrêmement particulier. Sa mère, en fait, va l'abandonner, mais va revenir régulièrement vivre chez elle parce que sa mère va devenir successivement prostituée, puis va se remarier une série de fois, elle va avoir d'autres enfants qu'elle va abandonner également. Donc voilà, on est sur ce genre de récit. Donc avant d'être l'histoire de Tomoko, c'est surtout l'histoire de Tomoko et de son lien très particulier qu'elle a avec cette mère qu'elle ne comprend pas. Et c'est ça qui va être surtout intéressant. Alors, Haruyoshi Sawako, j'ai déjà lu d'autres livres d'elle que j'ai trouvé magnifiques, notamment Le Crépuscule de Shigezo que je vous avais présenté récemment, mais aussi Les Dames de Kimoto, c'est une auteure japonaise extrêmement importante euh, qui fait des récits extrêmement fins, en général centrés sur des femmes et sur le Japon euh, pré-entré dans la modernité, donc le Japon encore assez fermé sur lui-même et qui va tout d'un coup devoir s'ouvrir au monde et surtout au monde occidental. De nouveau, on retrouve d'ailleurs ici cette question qui est une question qui turlupine pas mal d'auteurs japonais tout de même, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, dans Le Miroir des courtisanes, on va suivre cette Tomoko qui est une jeune fille très vive, très intelligente, qui sait ce qu'elle veut et qui va avoir une vie terrible. Elle va suivre un enchaînement de malheurs, c'est assez dramatique. Et en même temps, c'est très beau parce que j'ai trouvé que Tomoko arrivait toujours à s'en sortir. Elle peut tout perdre, mais elle a cette volonté qui lui permet de toujours se relever et ça, j'ai trouvé extrêmement inspirant. Tomoko est très fine, elle a des réflexions très intéressantes. J'ai eu notamment peur à un moment donné parce que je me disais mais cette mère c'est pas possible, Tomoko, enfin pourquoi Tomoko ne fait pas plus de choses contre cela, contre ce que va lui faire subir sa mère. Et en fait Tomoko va avoir des réflexions qui vont vous faire réfléchir par rapport à cette relation, à la piété filiale, à une série de concepts qui sont peut-être un peu particuliers pour nous occidentaux, mais qui sont totalement cohérent pour le Japon des années 20 et 30 en fait. Et du coup, c'était très intéressant, ça m'a fait réfléchir euh, à mes propres liens avec mes parents, même si évidemment ma mère n'est absolument pas la mère de Tomoko, enfin j'ai de très bons liens avec mes parents, mais vraiment cette question, qu'est-ce que l'amour filial, jusqu'à quel point peut-on aimer ses parents, etc., etc. C'était vraiment très intéressant. Évidemment, c'est les éditions Pictier, donc l'édition est très bien, c'est un beau papier. Je l'ai lu très lentement,
parce qu'il y a un moment donné, au milieu du bouquin, je me suis dit, c'est pas possible, je vais baffer cette mère, je ne peux pas continuer l'ouvrage. Je- J'étais si en colère, mais j'ai bien fait de prendre mon temps, parce que je pense que c'est un roman qui se déguste. Il est très dense, on ne dirait pas comme ça, mais il est vraiment dense. Il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, c'est un de ces romans japonais assez introspectifs. Je vous le conseille fortement, déjà si vous êtes intéressé par le monde des geishas, parce qu'on apprend un certain nombre de choses très intéressantes. Si vous aimez les littératures japonaises, si vous avez peut-être envie de découvrir un Japon du point de vue de femmes, et surtout de femmes particulières dans la société, parce que c'est un monde particulier, celui des geishas, des courtisanes, également des concubines. Donc je vous le conseille très très fortement. Mon seul regret, c'est que j'aurais voulu qu'on développe un tout petit peu plus la fin. Mais bon, c'est un petit regret, je trouve, et magnifique, magnifique. Encore merci aux éditions Picquier de toujours faire des livres exceptionnels. Je ne suis absolument pas sponsorisée par les éditions Picquier, hein, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, très bonne découverte. Ensuite, j'ai découvert la série Bride Stories, donc de Kaoru Mori, et c'est aux éditions Ion. Donc je vous montre les couvertures parce qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Je vais revenir sur ça. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de nomades dans le désert de Gobi, si j'ai bien compris, mais il me semble que c'est cela. Et ça va surtout parler d'une jeune fille qui va être mariée à un garçon qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et on va découvrir cette vie dans ses steppes. Et c'est très 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 beau. Je vous montre peut-être, j'espère qu'on voit bien, mais c'est sublime, les images, le travail graphique est magnifique. L'histoire est très belle parce que c'est à la fois parfois assez terrible, mais on parle aussi beaucoup de la vie quotidienne de ces gens. Et c'était magnifique, c'était une très très belle série. Donc là, j'ai lu les 4 premiers tomes, il me semble qu'il y en a 18 ou il y a beaucoup plus de tomes. Je les ai empruntés à la bibliothèque et je vais continuer à les lire, mais honnêtement, c'était très doux, c'était une lecture doudou parce que c'était à la fois, il y a une vraie intrigue, à savoir que la famille de la jeune fille va vouloir la récupérer pour la marier à quelqu'un d'autre, quelqu'un de très violent pour avoir plus de territoire en fait. Et c'est une des intrigues, on va en découvrir d'autres, notamment à partir du troisième tome, on va plutôt être du point de vue d'un jeune chercheur, je suppose qu'il est anthropologue, on ne le dit pas explicitement, mais qui vit avec ces gens et qui va être presque obligé en fait d'épouser une jeune fille pour la sauver de la vie qui l'attend si elle ne trouve pas de mari, parce que son mari est mort et qu'elle vit seule avec sa mère. Et c'est vraiment une très très belle histoire, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas vraiment envie d'en dire plus parce que ça gâcherait un peu le plaisir, mais franchement découvrez-le. Si vous n'êtes pas familier avec les mangas, je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée parce que, enfin regardez-moi ça, c'est déjà magnifique. Et en plus, c'est des réflexions assez matures qui ne sont pas des réflexions d'un manga, on va dire, classique. Ce n'est pas un shoujo, ce n'est pas un shonen, c'est vraiment une histoire particulière sur des peuples qui ne sont pas souvent traités en manga. Et c'est criant de réalisme, c'est vraiment très très beau. On sent que l'auteur s'est beaucoup inspiré de lecture, de recherche. Donc voilà, très très belle série, je vous le conseille. Si vous avez peut-être aussi des personnes un peu plus âgées autour de vous qui auraient envie de découvrir les mangas, clairement, je vous le conseillerais. Il est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu, et là je mets juste un petit post-it pour cacher le nom de la bibliothèque pour pas qu'on sache où je les emprunte, mais j'ai lu Un palais d'épines et de roses de Saint-Gimas, et plus spécifiquement, j'ai lu toute la trilogie. Donc Un palais de feu et de glace et je ne sais plus, je suis très mauvaise pour les noms, mais vous voyez de quoi je veux parler. J'ai lu toute la trilogie, donc de Sarah Gimas. Et c'était aux éditions La Martinière et j'ai beaucoup aimé. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de Fer, qui est la plus petite fille de la fratrie, en réalité,
et dont la famille est extrêmement pauvre, qui va un jour tuer ce qu'elle pense être une créature du monde des humains, mais qui en réalité était un faille. Et elle va se retrouver entraînée à la cour du grand faille de la cour du printemps. Et tout d'un coup, elle va se retrouver dans un monde de failles et petit à petit, elle va découvrir un conflit interne à ce peuple qui vit juste au-delà du mur, parce qu'elle vit proche du mur qui sépare le monde des humains et le monde des failles. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai commencé surtout à en entendre parler en étant sur TikTok, ce que je ne fais plus parce que je ne vais plus du tout sur TikTok. Mais en un temps, je suivais la communauté Booktube anglophone de TikTok et tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était le meilleur ouvrage de l'univers, ce qui m'a fortement pas donné envie de le lire. Mais j'ai fini par craquer, j'avais envie de quelque chose de léger, je me suis dit bon, j'adore les faillis d'une manière générale, en général j'aime beaucoup les histoires de faillis, et je me suis dit bon, j'ai le choix entre ça et Le Prince cruel de Holly Black, et j'ai eu de très très mauvais retours d'Holly Black, donc je me suis dit je vais me lancer dans Sarah J. Maas. Je ne m'attendais pas à aimer autant, je dois avouer, j'ai été très surprise. J'ai dévoré le premier tome et dans la foulée, les 2 jours après, j'avais lu les 2 autres tomes en fait. En, je pense, 5 jours, j'avais lu toute la série, donc les 3 premiers tomes, parce qu'il y a un tome suivant et euh, dans l'édition anglophone, il y a encore d'autres tomes après qui n'ont pas encore été traduits. Mais en tout cas, j'ai lu la première trilogie. J'estime que c'est une trilogie parce qu'à la fin de cette trilogie, on a vraiment la clôture d'un arc. Et du coup, que dire? Déjà, le monde est assez bien construit. J'ai trouvé très intéressant ce système de cours qui était très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Rysand, qui est un des personnages que j'aime énormément, qui est tout ce que j'attends dans un personnage masculin sombre et torturé et en même temps magnifique. J'ai adoré Rysand. Euh, j'ai adoré d'une manière générale aussi le conflit entre les humains et les failles, j'ai trouvé assez intéressant. Maintenant, il y a quand même quelques défauts, imputables au fait que c'est un roman jeunesse et je pense que j'aurais adoré, adoré, adoré ce roman si j'avais eu 15 ans. Enfin, je l'aurais adoré, ça aurait été un de mes ouvrages préférés. Malheureusement, je n'ai plus 15 ans, très malheureusement, et du coup, il y a quand même quelques petits défauts assez mineurs. Premier défaut, la bataille finale qui clôt cette trilogie, comme souvent dans ce genre de trilogie, m'a beaucoup déçue. Il y avait une série de Deus Ex Machina assez incroyable que j'ai trouvé navrant, pas utile. On aurait pu s'en passer. Bon, il y a quand même deux, trois. Je vais pas vous en parler parce que c'est le dernier tome et c'est les dernières scènes du dernier tome. Mais bon, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Euh, un des personnages principaux, qui est le compagnon, on va dire, principal de l'héroïne, change relativement de manière de fonctionner en fait. Il est censé être, je ne vais pas dire ce qu'il est censé être, mais tout d'un coup il change assez radicalement entre le deuxième et le troisième tome. Je comprends pourquoi, mais c'est peut-être un peu trop rapide et c'est expliqué. C'est pas sans raison, mais l'explication est peut-être un peu bancale. J'ai trouvé très intéressant que l'héroïne soit analphabète, parce qu'elle est analphabète, presque analphabète, et qu'il y ait des réflexions assez intéressantes sur à la fois le consentement et aussi le consentement masculin, mais d'autres thèmes comme les syndromes post-traumatiques, etc. Donc ça, c'était très bien traité, j'ai trouvé assez intéressant. Et c'est rare qu'on en parle dans de la littérature jeunesse, donc ça, c'était assez sympa. Et je les ai quand même dévorés. Je me fais une petite pause avant de lire la suite, déjà parce que les 2 autres, donc je les ai lus, j'ai acheté les e-books en fait. Donc je fais une petite pause et je m'achèterai en papier pour l'avoir dans ma bibliothèque, le quatrième tome, et je lirai la suite. Je pense aussi lire l'autre série de l'auteur, qui est donc Kéléana, qui est assez connue aussi. Donc voilà, si vous avez des jeunes, je vous le conseille fortement. Donc peut-être par contre à partir de 16 ans, parce qu'il y a 2-3 scènes assez osées, mais super, vraiment super. Ensuite, j'ai lu À charge de revanche de Sophie Kinsella, donc l'un de ses derniers ouvrages que je n'avais pas encore lu, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque.
Donc on parle de Fixie, dont les parents tenaient la boutique Phare, donc la maison Phare en réalité, donc Phare F-A-R-R, pas le phare. Et elle a un frère et une sœur, et tout d'un coup, à l'âge de 27 ans, sa mère part en voyage, et les trois enfants se retrouvent à la tête en fait de cette maison phare, et doivent faire en sorte qu'elle tourne, sauf que son frère est un banquier, non, il est courtier, agent immobilier, il est agent immobilier, et du coup, il a des ambitions pour cette maison phare, et sa sœur, elle veut en faire un centre de yoga, alors que la maison phare est une petite boutique de quartier d'outils ménagers, en gros. Et Fixie va devoir à la fois gérer la maison phare, mais également euh, gérer son ex qui revient d'Hollywood, et également gérer ce bel inconnu qu'elle a rencontré dans un café. C'est d'une Sophie Kinsella. C'était sympa, sans plus. J'ai été un peu déçue. Je pense que c'est un des Sophie Kinsella que j'ai le moins aimé. J'ai pas beaucoup ri. Je crois que j'ai ri 2 fois. Ce qui est assez peu pour un Sophie Kinsella. D'habitude, je suis morte de rire les 3 quarts du roman. C'était bien. C'était assez oubliable. La preuve, je me souviens déjà plus du nom de Fixie alors que je l'ai lu il y a vraiment pas très longtemps. Ça fait passer le temps. C'était sympa. Sans plus. J'ai trouvé le frère et la sœur assez détestables en fait, et je pense que c'est ça qui m'a empêché de rigoler la plupart du temps, parce que ils étaient si agaçants, si agaçants. Donc voilà, mais c'est quelque chose que Sophie Kinsella fait beaucoup. Les relations frères-sœurs, c'est quelque chose qu'elle met souvent en scène, mais là j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Bon voilà, je ne vous le conseille pas plus que ça. Il y a d'autres très bons ouvrages de Sophie Kinsella, comme toute la série de l'Accro au shopping, mais je pense aussi à Euh, Poppy et Wyatt est un sacré numéro, etc. Donc oubliable, mais très bien, et ça fait passer le temps. Ensuite, j'ai lu... Ah oui, je vous ai pas dit, c'est évidemment les éditions Belfond, parce que c'est Belfond et ensuite Pocket qui publient tous les ouvrages de Sophie Kinsella en français. Et ensuite, j'ai lu un coup de cœur. Il s'agit de Peau d'homme. Déjà, parce que le travail éditorial est magnifique. Donc, de Hubert et Zanzim, aux éditions Glénat. Alors, de quoi ça parle Peau d'homme? On va suivre une jeune fille dans une ville italienne de la Renaissance qui va être obligée de se marier, non pas par amour, mais pour les intérêts de sa famille italienne. Elle n'a pas très envie, surtout qu'elle ne connaît pas son futur époux, et sa tante, il me semble, oui, sa tante lui propose de vêtir une peau d'homme qui est dans sa famille depuis des générations, et de connaître son époux en tant qu'homme. Et ce qu'elle va découvrir va dépasser ce qu'elle avait imaginé. Je ne vais pas en dire plus, sinon je gâcherai vraiment toute votre lecture. C'était très très beau. C'était une BD féministe. J'ai beaucoup aimé le dessin, alors que d'habitude les dessins un peu plus... ce style graphique, je vais vous montrer une image. Vous voyez, c'est pas très représentatif. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous voyez. Donc, ce style de dessin en général me dérange un peu, mais là c'était très très bien fait. C'était une très très belle histoire que je vous conseille. C'est féministe, c'est truculent, c'est drôle, c'est triste aussi, c'est très triste. Lisez-le, je ne veux pas en dire plus parce que je gâcherais vraiment le plaisir de lecture, mais ça se lit vite, c'est très très bien. C'est un livre précieux aussi, à mettre quand même entre les mains d'un public un tout petit peu averti, donc je pense quand même à partir de 16 ans, mais plutôt à partir de 18 ans, parce qu'il y a quelques scènes particulièrement crues, et je pense que certaines problématiques peuvent être... je pense qu'il faut être un tout petit peu plus âgé pour comprendre le sous-texte de cette BD, mais elle est magnifique, je vous la conseille très très fortement, et bravo aux éditions Glénat, qui ont fait vraiment un magnifique travail éditorial, donc je vous la conseille très très fortement. Si vous aimez les BD, si vous avez envie de découvrir une BD féministe, lisez-la. Et je vais me l'acheter parce que du coup je l'ai aussi emprunté à la bibliothèque, et je vais me l'acheter pour soutenir
pour soutenir cette BD, les auteurs, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, c'en est fini pour mes dernières lectures. Donc je vous retrouve bientôt pour mes envies lecture de 2021 et mes découvertes culturelles de l'année 2020. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir!